19h passées de quelques secondes, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al-24 News, à la une de l'actualité de ce mardi 7 mai. À la veille de la commémoration de la journée nationale de la mémoire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'adresse à la nation, ni concession, ni marchandage dans le dossier de la mémoire. Et au 214e jour de l'agression sioniste sur Gaza, le bilan s'alourdit davantage. 34 789 martyrs et 78 204 blessés. Nouveau massacre à Rafah, au moins 21 martyrs ont été enregistrés au moment où tous les regards sont portés sur l'enclave palestinienne avant le début d'une possible invasion terrestre sioniste. La France et la Chine accordent leur violon, visite très importante du président chinois Xi Jinping en France afin de parler coopération bilatérale. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la mémoire qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kharrata. Dans son message, le président algérien a mis l'accent sur l'engagement de l'État à protéger l'héritage mémoriel dans un esprit de continuité, dans la responsabilité nationale et la fierté de la nation vis-à-vis de son glorieux passé. Le président Abdelmadjid Tebboune a estimé dans son message que le dossier de la mémoire ne saurait admettre ni concession ni compromis. Et 79 ans sont passés depuis que la France coloniale a écrit l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité face à des Algériens emportés par un vent de liberté et manifestant pacifiquement pour exiger leur indépendance. L'armée coloniale répond par la force et assassine froidement 45 000 patriotes. Imad Merad. 8 mai 45, une date, une histoire, une mémoire. Les Algériens commémorent la journée de la mémoire, rendant hommage aux victimes des massacres perpétrés par la France coloniale, qui, à travers des manifestations ayant marqué l'histoire, revendiquait un certain 8 mai 45 leur indépendance. Face à une répression meurtrière, d'une violence sans précédent, plus de 45 000 Algériens sont tombés en martyrs, notamment à Sétif, Guelma, Kharrata et d'autres villes d'Algérie. La pléthore des massacres a dépassé les frontières de l'Algérie en embrasant la métropole française ainsi que l'outre-mer. Ce drame avait estampillé l'esprit des Algériens d'un nationalisme inouï. C'est à cette date-là que le mouvement de libération nationale prit forme, un tournant historique dans la guerre de libération algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs salué le courage indomptable du peuple algérien lors de ces épreuves, évoquant les exploits héroïques à Sétif, Guelma, Kharrata et Ain Timouchent, mettant en lumière la résilience face à l'oppression coloniale. Le chef de l'État a condamné les crimes contre l'humanité commis par le colonisateur, soulignant l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple algérien. Un seul héros, le peuple, les massacres du 8 mai 45 resteront gravés dans la mémoire collective du peuple algérien, une date qui marquera à tout jamais le tournant de l'histoire du pays, face aux mensonges éhontés d'une France coloniale qui, pour embrigader les vaillants Algériens aux côtés de tirailleurs africains aux premières lignes d'une guerre de tranchées face au projet de l'Allemagne nazie, leur avait promis une indépendance qu'ils avaient décidé d'arracher eux-mêmes au prix du sang d'1,5 million de martyrs au terme d'une révolution qui a forcé l'admiration du monde entier. Et lors d'une cérémonie consacrée à la commémoration de la journée de la mémoire organisée par la Grande Mosquée d'Alger,
Le président du Sénat algérien Salah Goudjil a animé une conférence dans laquelle il a fait le parallèle entre le génocide sioniste en Palestine et les crimes commis par l'occupation française contre les Algériens un certain 8 mai 1945. Salah Goudjil a par ailleurs réitéré l'engagement de l'Algérie à soutenir les causes justes et a commencé par la reconnaissance de l'État de Palestine et a également insisté sur la nécessité de permettre au peuple sahraoui de disposer de lui-même à travers un référendum d'autodétermination. Allez, sans plus tarder, dossier palestinien. Et au 214e jour de l'agression sioniste sur Gaza, les forces de l'occupant sioniste ont continué de bombarder plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Le bilan global des crimes atroces commis par l'entité sioniste s'élève à 34 789 martyrs et 78 204 blessés, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé à Gaza. L'armée d'occupation a par ailleurs commis au moins 6 massacres contre des familles palestiniennes durant les dernières 24 heures, faisant un bilan de 54 blessés et 96 martyrs. Et au moins un martyr est tombé ainsi que plusieurs blessés ont été enregistrés justement lors du bombardement par l'armée d'occupation d'une école abritant les réfugiés au niveau du camp Ash-Shati au centre de Gaza. Les quartiers de Zaytoun, Sabra, Tel El Hawa et Sheikh Ajlin ont par ailleurs été ciblés à leur tour par l'armée d'occupation. Et une nouvelle nuit sanglante vécue hier par les Palestiniens de Rafah au sud de l'enclave palestinienne de Gaza. Je vous le disais en titre, au moins 21 martyrs sont tombés à la suite d'un raid sioniste alors que les prémices d'une invasion terrestre deviennent réalité. Souila Akilal. Un balai incessant d'ambulances transportant encore plus de victimes à l'hôpital koweïtien de Rafah, de nombreux blessés, mais également des martyrs, surpris par les bombes sionistes dans leur sommeil. La nuit de lundi à mardi a été longue et tragique pour les habitants de Rafah. Les rescapés ont du mal à assimiler le degré de violence dont ils sont victimes. Ma femme est morte, mon frère, mon autre frère, ma sœur et ma nièce. Qu'est-ce qui vient de nous arriver? Nous n'avons rien fait. Nous dormions paisiblement. Je suis un ouvrier du bâtiment. Je n'ai pas quitté ma maison. Nous nous sommes retrouvés sous le feu et les bombes. La maison nous est tombée dessus. Des tirs nourris, des bombardements très intenses, des avions, des roquettes, des chars, des mitrailleuses. J'ai presque 69 ans. Je n'ai jamais vu de bombardement aussi intense. J'ai été témoin de toutes les guerres et je n'ai jamais vu une guerre comme celle-ci. Les scènes de chaos se sont poursuivies ce mardi. Les bombardements intensifs et continus rendent difficile l'accès aux zones ciblées. Alors que certains fouillent les décombres à la recherche d'éventuels survivants, d'autres évacuent eux-mêmes les victimes ensanglantées. Les martyrs jonchent les rues. Nous avons dû le ramener en voiture car les ambulances ne peuvent pas nous atteindre.
Des tracts tombés du ciel pour obliger la population à quitter Rafah, des Palestiniens terrorisés fuyant vers l'inconnu, des chars et des avions sionistes qui pillonnent sans cesse. Des dizaines de morts et de blessés en quelques heures. L'opération terrestre sioniste sur Rafah semble avoir débuté par l'Est, en dépit des mises en garde et des inquiétudes de la communauté internationale concernant le sort des civils et le risque d'une grave catastrophe humanitaire. La diplomatie algérienne a réagi ce mardi en condamnant dans les termes les plus fermes et les plus durs les opérations menées par l'armée d'occupation sioniste en prévision de l'invasion sur la ville de Rafah. Dans un communiqué, la diplomatie algérienne a insisté sur le fait que cette nouvelle escalade et de telles pratiques criminelles risquent de provoquer une catastrophe humanitaire multidimensionnelle. Les ministres de l'Union européenne expriment de vives inquiétudes à leur tour après les frappes de l'entité sioniste sur Rafah, le déploiement de chars de l'armée d'occupation dans la ville et la prise de contrôle de la partie palestinienne du point de passage avec l'Égypte s'alarment de l'impact humanitaire de ces opérations. L'offensive terrestre contre Rafah a repris, malgré toutes les demandes de la communauté internationale, des États-Unis et des États membres de l'Union européenne. Tout le monde demande à Netanyahou de ne pas attaquer Rafah. Malgré ses avertissements et ses demandes, une attaque a été déclenchée hier soir. Je crains que cela ne fasse à nouveau beaucoup de victimes, des victimes civiles. Et la diplomatie chinoise a de son côté appelé l'entité sioniste à cesser d'attaquer Rafah après l'incursion sioniste justement sur le côté razaoui du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. La Chine exprime sa vive inquiétude face au lancement prévu par Israël d'une opération militaire terrestre contre Rafah et appelle fermement Israël à tenir compte des nombreuses demandes de la communauté internationale à cesser d'attaquer Rafah et à faire tout ce qu'il peut pour éviter une crise humanitaire plus grave dans la bande de Gaza. Les Nations Unies, de leur côté, ont déclaré ce mardi qu'ils se sont vus justement interdire l'accès au point de passage palestinien de Rafah dans la bande de Gaza, soulignant que l'aide ne pouvait plus y entrer, y compris le fioul. L'ONU est d'autant plus préoccupée qu'il n'y a pas de réserve importante dans Gaza, car toute l'aide qui entrait jusqu'à présent était immédiatement distribuée à la population. La fermeture à la fois des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom est particulièrement néfaste pour la situation humanitaire déjà désespérante. Ils doivent être rouverts immédiatement. Le point de passage de Rafah est désormais sous le contrôle des forces de défense israéliennes et est actuellement fermé à la circulation des biens et des personnes dans les deux sens. Le point de passage de Kerem Shalom est également fermé aux marchandises et aux personnes. Nous n'avons actuellement aucune présence physique au point de passage de Rafah, car l'organisme israélien chargé de coordonner la politique israélienne dans les territoires palestiniens occupés nous a refusé l'accès à cette zone à des fins de coordination. Cela signifie donc que les deux principales artères d'acheminement de l'aide à Gaza sont actuellement bloquées. Et ce contexte de nouvelle escalade à Rafah intervient au moment où le mouvement Hamas a informé les médiateurs qataris et égyptiens de son approbation de leurs propositions concernant l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Une démarche qui démasque et met complètement à nu les manœuvres sionistes consistant à faire porter le Hamas la responsabilité d'un échec des négociations. Alors que le Hamas a confirmé avoir accepté la dernière proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris pour la bande de Gaza, l'entité sioniste a rejeté la proposition.
Le cabinet de guerre a décidé à l'unanimité qu'Israël poursuivrait ses opérations à Rafah afin d'exercer une pression militaire sur le Hamas pour qu'il libère les otages et atteigne tous les objectifs de la guerre, malgré la démagogie du Hamas. La proposition du Hamas est loin des revendications fondamentales d'Israël. Néanmoins, Israël enverra une délégation de haut rang en Égypte pour maximiser toute chance de parvenir à un accord à des conditions acceptables pour Israël. Un non-événement pour Hamas puisqu'il couronne sa stratégie de négociation par sa réussite à contenir les objectifs du génocide sioniste contre la bande de Gaza. La proposition portant un cessez-le-feu est scindée en 3 phases de 42 jours chacune. Un accord sur la libération des prisonniers palestiniens avec l'arrêt des opérations militaires et des hostilités de manière permanente. La proposition comprend également un énoncé sur l'approbation de la levée du blocus de manière intégrale. Avec cet accord, le Hamas a accentué la pression internationale et régionale sur le gouvernement d'occupation et a préservé sa force militaire et politique. Le mouvement palestinien renvoie la balle dans le camp du chef du gouvernement sioniste Benjamin Netanyahou et lui fait subir une pression énorme alors qu'il est déjà sur la sellette. Ce refus met Netanyahou sous les feux des critiques. Son ingérence dans les négociations et son refus d'une trêve ont été pointés du doigt par la communauté internationale, mais également en interne. Au moment où le Hamas a donné son feu vert à la proposition des médiateurs, Netanyahou, lui, continue à vouloir lancer une offensive terrestre sur Rafah et rejette tout arrêt du génocide. Le mouvement palestinien, lui, se rend au Caire pour poursuivre les discussions avec les médiateurs au sujet de l'accord du cessez-le-feu à Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion à huis clos consacrée au dossier des charniers découverts dans de nombreux hôpitaux de Gaza à la suite du retrait de l'armée d'occupation. Une réunion, rappelons-le, qui se tient à l'initiative de l'Algérie. Et le dossier de la reconnaissance de l'État de Palestine, source de pression pour le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au sein même de son propre camp. La vice-première ministre espagnole et présidente du mouvement de gauche Sumar, Yolanda Díaz, a exhorté le Premier ministre espagnol à prendre la mesure historique et ambitieuse de reconnaître l'État de Palestine lors du Conseil des ministres prévu ce mardi, rapporté plusieurs médias espagnols. Je demande au chef du gouvernement que mardi prochain, le 7 mai, nous reconnaissions l'État de Palestine en Espagne. Ne laissons pas passer plus de temps, a-t-elle plaidé lors d'un rassemblement avant les élections régionales en Catalogne prévues le 12 mai 2024. Retour à l'actualité nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mardi une réunion du Conseil des ministres consacrée à la revalorisation des pensions et allocations de retraite, les statuts des corps médical et paramédical, le suivi de l'état d'avancement de l'opération de numérisation, ainsi qu'un exposé conjoint sur la production et la distribution de lubrifiants en Algérie et le projet de loi relatif à la gestion des déchets, annoncé donc un communiqué de la présidence de la République algérienne. Et un protocole cadre de coopération parlementaire a été signé lundi à Alger entre l'Assemblée populaire nationale algérienne et l'Assemblée nationale de la République du Congo, selon un communiqué de l'APN. Ce protocole a été signé par le président de la Chambre basse algérienne, Brahim Bourali, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba. Les délégations parlementaires peuvent, à travers ce protocole, échanger
des documents et des textes juridiques en vigueur dans les deux pays, co-organiser des forums, des sessions de formation et des conférences, ainsi que tenir des rencontres régulières entre les présidents des deux assemblées où les délégations participent aux différents forats, précise par ailleurs un communiqué de l'APN. Et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural algérien, Youssef Sherfa, prend part actuellement à Nairobi, au Kenya, en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du sommet africain sur les engrais et la santé des sols. Organisé par la Commission de l'Union africaine et le gouvernement de la République du Kenya, ce sommet vise à réunir l'ensemble des parties et acteurs concernés pour mettre en lumière le rôle des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable et favorable de l'agriculture en Afrique. Et la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a entamé ce mardi une visite en Libye axée sur la coopération bilatérale. Meloni s'est entretenue avec le chef du gouvernement de l'unité nationale, Abdelhamid Biba. La visite s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale. Les deux délégations ont procédé à la signature de déclarations d'intention sur des projets dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse, mais également des sports. Libye toujours, et suite à la récente démission de l'ancien envoyé spécial pour la Libye, Abdoulaye Bathily, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont réitéré lundi leur engagement à aller de l'avant dans le processus politique inclusif en Libye, conduit par les Libyens eux-mêmes, mais facilité par l'ONU sur la base de l'accord politique libyen et de la feuille de route du Forum de dialogue pour la tenue d'élections à même d'instaurer une paix durable. Sahara occidental, les compagnies pétrolières espagnoles continuent à alimenter l'occupation du Sahara occidental. Le constat fait par l'Observatoire national international Western Sahara Resource Watch, qui pointe du doigt les entités ibériques CEPSA et Repsol. Selon cet observatoire chargé du suivi de l'exploitation des ressources naturelles au Sahara occidental occupé, ces deux compagnies sont les fournisseurs d'au moins 84% de tous les produits pétroliers arrivés par bateau au Sahara occidental occupé au cours de l'année 2023. Je vous le disais en titre, en France, le président chinois Xi Jinping effectue une visite d'État de 2 jours et s'achèvera aujourd'hui dans un contexte de polarisation de la scène internationale. La Chine est désormais un acteur de premier rang. Paris compte sur Pékin pour peser de tout son poids sur le dossier ukrainien. Les détails avec Safwan Bansabri. Le président chinois est en visite en France, une visite d'État à la fois politique et personnelle. Lors de la première journée, le président chinois s'est entretenu lors d'une réunion trilatérale avec Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, ayant pour thème la désescalade de la menace nucléaire, dont l'ombre plane sur le conflit ukrainien. Le président chinois, malgré des liens étroits avec la Russie, maintient une position d'équilibre entre l'Occident et la Russie. La Chine a exprimé sa position sur la crise ukrainienne à de nombreuses reprises. La Chine ni à l'origine de la crise, ni impliquée dans celle-ci. Cependant, nous ne regardons pas l'incendie. Depuis les coulisses, nous avons toujours joué un rôle positif dans l'instauration de la paix. La Chine s'est engagée depuis le début du conflit à ne pas fournir d'armes à la Russie. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'1 an. Pékin confirme ainsi son rôle d'intermédiaire entre un Occident et une Russie qui ne se parlent plus. Et les amateurs de football européens connaîtront dès ce soir le nom du premier finaliste de la finale de l'UEFA Champions League, qui, du Paris Saint-Germain ou du Borussia Dortmund, vainqueur au match aller par 1-0, se qualifiera en finale. Les deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en phase de poule se disent prêtes pour cette confrontation capitale.
pour l'avenir des deux clubs. Notre objectif, c'est que nos meilleurs joueurs, et je l'ai dit depuis que je suis entraîneur, c'est qu'ils participent le plus possible. Mais bien sûr, si un adversaire s'enferme derrière, il n'y a pas d'espace. Je ne veux pas que l'avant-centre touche le ballon au centre parce que ça ne vaut pas la peine. Je veux que l'attaquant, dans un match difficile, touche le ballon dans la phase critique et dans la zone critique, là où c'est difficile. S'il le faut, nous courrons 20 km de plus demain. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, un grand objectif, un grand rêve. C'est la façon dont on s'est hissé ici en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est la façon dont on s'est hissé ici en demi-finale de la Ligue des Champions. On a parlé de favoris avant. S'il était question de favoris, on ne sera pas ici. On est ici parce qu'on a fait beaucoup de bonnes choses. Et c'est en partie grâce à cela que nous sommes parvenus à l'emporter la semaine dernière. C'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas dans quelques instants l'échiquier international présenté par Leïla Guertal. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.